et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Pour la première fois, je montre ma tête avant de vous présenter un livre, à savoir la lecture du samedi, en attendant de partir peut-être vers Perrault. Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. Je vais vous lire le quatrième de couverture qui ne dit pas tant que ça de choses sur le contenu du livre. Selma Lagerlöf a écrit un vrai conte de fées, où les fées elles-mêmes n'apparaissent guère, mais où leur pouvoir surnaturel est dévolu aux tontes, aux lutins, à ces génies familiers du foyer scandinave. Avec quel amour l'ancienne petite maîtresse d'école écrivit ce joli roman, et quelle charmante moraliste qui a toujours de la peine à punir ou blâmer les coupables. Ce petit Nils, mauvais garnement, est ensorcelé, car il avait taquiné et brimé un tomte. Devenu tomte lui-même, il fera en compagnie d'une tribu d'oies sauvages une magnifique randonnée à travers la Suède. Le jeu des oies, la danse des grues à Kullaberg, les courses de vitesse avec Heinrich chez la cigogne. Quel gosse ne désirerait pas être transformé en tomte, dit Henri Poulaille. J'ai trouvé l'exacte version numérique de ce livre-là, donc qui est paru chez Pocket, avec une aquarelle de Carl Larsson, et c'est une parution de juin 1983. Je vais vous en dire un petit peu plus sur l'autrice et sur ce livre en particulier. Donc Selma Lagerlöf, elle est née en 1858 et décédée en 1940 et est une femme de lettres suédoise. Ses œuvres les plus connues sont la saga de Gösta Berling, parue en 1891, et Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, paru en 1906-1907. En 1909, elle est la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Donc elle est originaire de la Värmland et appartient à des vieilles familles de cette province, située dans le sud-ouest de la Suède. Une grande partie de ce qu'elle raconte sur cette région de la Suède trouve son origine dans les légendes et récits värmlandais qui ont bercé son enfance. Donc elle se forme à un institut de formation d'enseignante dont je vais vous épargner le nom parce que je n'ai pas fait suédois deuxième langue. Elle devient ensuite institutrice pendant une dizaine d'années. Elle publie donc la saga de Gösta Berling en 1891. Dans cette épopée romantique, elle laisse éclater son imagination naïve et fantastique dans un style rythmé et lyrique. Cette œuvre lui vaut une grande notoriété en Suède. En 1894, elle rencontre l'écrivaine suédoise Sophie Elkan, dont elle tombe profondément amoureuse et qui aura une influence importante sur son œuvre. Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède est également une de ses grandes œuvres majeures, empreinte de poésie et issue d'une commande du monde de l'enseignement. Des enseignants souhaitaient qu'elle écrive un ouvrage constituant une introduction pour les enfants à la géographie du pays. Ce roman merveilleux raconte les aventures d'un petit garçon de ferme suédois réduit à une taille minuscule à la suite d'une malédiction d'un tonte et qui est amené à suivre une bande d'oies sauvages en compagnie d'un jarre venu de sa ferme. Nils parcourt ainsi une grande partie de la Suède, chaque chapitre présentant une nouvelle région et occasionnant des péripéties liées aux contes et aux légendes locales. Je me base sur les articles Wikipédia consacrés à Selma Lagerlöf et au merveilleux voyage de Nils. Et il précise que, donc en 1902, elle a reçu une commande de l'Association nationale des enseignants afin d'écrire un livre de géographie à destination des enfants de l'école publique. Pour cela, elle parcourut la Suède pour l'observer et y recueillir les anecdotes locales et les légendes qu'elle incorpora à son récit, sans oublier de se mettre en scène malicieusement, quoique de façon anonyme, dans un chapitre du roman. On va regarder où est-ce qu'on peut la trouver. Au niveau des traductions en français, celle que j'ai, donc qui est tombée dans le domaine public, est celle de Tekla Hamar, qui a été publiée en 1912. Et c'est un roman qui a été adapté au cinéma dans 2 films, un soviétique et un suédois, et à la télévision, dans un téléfilm allemand, production germano-suédoise, en série d'animation télévisée pour la jeunesse au Japon,
Ça, c'est dans les années 80. Et ensuite, une nouvelle version en 3D de la série qui est diffusée à partir du mois de mai 2017 sur France 3. À l'origine écrit pour faire découvrir leur pays aux petits Suédois, le roman est devenu un classique de la littérature pour la jeunesse. Le héros apparaît sur les anciens billets suédois de 20 couronnes. Nils Holgersson a donné son nom à un prix littéraire récompensant les auteurs de littérature de jeunesse suédoise. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, mais de 1970 à 1999, Rörstrand a émis une série d'assiettes décoratives illustrant les voyages de Nils à travers la Suède. C'est une version qui est assez ancienne. Je m'arrête tout de suite, vous allez écouter un petit peu de musique et je vais lire la préface et ensuite probablement les 2 premiers chapitres. À vue de nez, on verra, vous aurez la surprise. A tout de suite, bonne écoute. Le merveilleux voyage de Nils Holgersson, écrit par Selma Lagerlöf, traduit par Tekla Hamar, édité chez Perrin et compagnie en 1912. Préface de Lucien Maury. Qui donc en Suède eut un jour cette idée si charmante? Quel fonctionnaire, quel éditeur, quel poète! L'histoire ne le dit point, et l'on hésite entre des hypothèses diversement plausibles. En cette Scandinavie lointaine, une fantaisie éparse, contagieuse, surgit des forêts ténébreuses et des lacs innombrables, assiège les cerveaux, et parfois fait jaillir d'une âme de bureaucrate une flamme capricieuse, éblouissante. Idée charmante, je ne me dédie point, si même quelques pédants de chez nous va l'estimer saugrenue, voire dangereuse. Demandez aux plus glorieux écrivains, aux moins contestables poètes, d'écrire pour les écoles primaires. Vous entendez bien, pour les écoles primaires, pour les fils et les filles des humbles campagnards, pour les enfants des cités ouvrières. Des livres de lecture, de ces livres de pauvres, sommairement édités, qui s'étaleront sur les pupitres, sommeilleront dans les cartables, échoueront en d'étroits logis où nulle bibliothèque ne les accueillera. Quelle charmante idée, et féconde, et digne d'être méditée, et sans doute imitée. De tout ce dénuement, une richesse magnifique va éclore. Une incomparable moisson spirituelle récompensera les écrivains, qui ne dédaignèrent point le plus modeste emploi de leur génie. À ces écrivains, le pays tout entier devra un bienfait national. La Suède contemporaine ne manque ni de poètes ni de romanciers. Romanciers et poètes tout à la fois. Werner von Heidenstam et Selma Lagerlöf paraissent être, de l'aveu universel, les plus puissants interprètes de l'atmosphère lyrique où vécurent de temps immémorial leurs compatriotes. Les admirables traductions de M. André Bellessort ont fait connaître au public lettré de France les œuvres principales de cette intarissable et prestigieuse créatrice de contes et légendes qu'est Selma Lagerlöf. La légende de Gösta Berling est comme un répertoire de 1000 sources par où le merveilleux Suédois pénètre et transfigure une familière et souvent brutale réalité. Dans Jérusalem en Dalecarlie, l'âpre dévotion de mystiques protestants, la religion, les scrupules, les amours de paysans aristocrates, le charme idyllique d'une nature qui s'humanise au bord du lac Siljan, composent un tableau poétique, incomparable de relief et de mystérieuse profondeur. Récits, nouvelles, romans naissent de cette intuitive imagination avec une princière prodigalité. Selma Lagerlöf est la reine de la fantaisie suédoise, reine adulée. La séduction des spectacles qu'elle ne se lasse pas d'ordonner généreusement domine toutes les intelligences. Nul cœur qui ne brûle pour elle de gratitude. L'attribution du prix Nobel marqua l'acquiescement d'une académie retardataire, à l'unanime désignation d'un public enthousiaste. Si son universelle popularité, la naïve couleur de son style, la candeur et la fraîcheur d'imagination dont témoignent maints contes délicieux,
pouvait désigner Selma Lagerlöf aux sollicitations des éditeurs de livres de lecture, l'art complexe, le style savant, le hautain lyrisme de Werner von Heidenstam semblaient devoir décourager de pareilles tentatives. Scrupules chimériques. L'expérience a justifié une double audace. Selma Lagerlöf composa une sorte de description poétique du pays suédois contemporain. Werner von Heidenstam, une série de tableaux ou, si vous préférez, de fresques historiques. Les deux livres, tirés à de nombreux milliers d'exemplaires, peu coûteux, sont entre les mains de tous les écoliers. De l'école, ils envahirent les lycées, les écoles de jeunes filles. Le grand public leur faisait fête. La Suède possède 2 chefs-d'œuvre dont elle a quelque droit d'être fière. Je ne sache pas que l'on trouve rien de comparable en aucun autre pays. Il était une fois. Ce livre commence à la façon des contes, et c'est un conte, en effet, que Selma Lagerlöf, romancière illustre, entreprit d'écrire lorsque ses compatriotes lui demandèrent un livre de lecture. On souhaitait une œuvre qui révélât aux petits Suédois la beauté de leur pays. Selma Lagerlöf écrivit un conte. Le bon Perrault et Madame d'Aulnoy eussent approuvé cette pédagogie. L'immense succès du livre prouve qu'elle n'est point surannée et que certaines chimères demeurent toujours le meilleur guide des intelligences puériles vers la poésie et la réalité. Selma Lagerlöf écrivit un vrai conte de fées, où les fées elles-mêmes n'apparaissent guère, mais où leur pouvoir surnaturel est dévolu aux tomtes, aux lutins, à ces génies familiers du foyer scandinave, hantés depuis l'origine des temps par les invisibles et les nains minuscules et bienfaisants du petit peuple. Selma Lagerlöf écrivit un vrai conte, et tous les enfants de toutes les écoles du Nord ne se lassent pas de l'en remercier. Par-delà la fiction, le grand public aperçut un sentiment profond et beaucoup de vérité. Même accueil en Allemagne, en Angleterre, en Amérique. Niels Holgersson est en train de conquérir le monde comme naguère les héros fameux d'Andersen. Un conte qui aurait les proportions d'une vaste épopée, et qui d'ailleurs doit à certaines nonchalances du récit, à certaines répétitions, à je ne sais quelle ampleur sereine et poétique, comme des allures épiques. Voilà donc ce livre. Il est d'une étonnante variété. La fantaisie de Selma Lagerlöf s'y déploie, sans crainte ni scrupule. La multiplicité des aventures, des scènes et des situations répond à la diversité des personnages, des lieux, des descriptions, et enfin, des légendes recueillies et plus souvent imaginées par l'auteur. La Suède est là, tout entière. La Suède, ses provinces, ses lacs tranquilles, ses archipels, ses neiges et ses étés radieux, sa flore, sa faune, ses forêts, ses bourgades et ses villes, un parfum émane de ses pages, agreste et pénétrant, senteur humide et résineuse traversée des fleuves marins. Selma Lagerlöf nous révèle l'âme de son pays, cette âme lyrique et close, timide et hardie, vibrante de rêves démesurés, et qui ne reprend son équilibre qu'en face de la nature, et trouve son expression la plus émouvante dans l'intimité des forêts, des rocs moussus et des grandes eaux limpides. L'admirable est que cet exemple nous soit donné par la nation la plus férue de science que l'on puisse imaginer. Certes, que les romanciers et les poètes aient licence d'enseigner la géographie et l'histoire dans la patrie des Nordenskjöld, des E.W. Dahlgren et des Jarn, en cette Suède qui révère à l'égal d'une religion la discipline uppsalienne, cela mérite considération. Insistons-y, puisque si bien notre école semble redouter les contes et la poésie, et ne connaît plus guère que des programmes étroitement rationalistes. L'école suédoise, si stricte, si méthodique, et qui depuis longtemps ne laisse subsister en Suède aucun illettré, ouvre toute grande sa porte à la poésie. Ô pédant de mon pays, qui craignez le surnaturel et les brillantes chimères, apprenez de Selma Lagerlöf comment on vivifie une morne science, si désolante aux yeux de ces poètes ingénus que sont les petits hommes et les futures femmes. L'île d'Åland s'allonge à l'est de la côte suédoise, étroite et basse,
un arrêt de plateau hérissé de moulins à vent, et qui ne nourrit guère que des moutons à demi sauvages, domine les côtes, célèbres par la tiédeur quasi méridionale de leur climat. Voilà ce que le premier manuel venu vous apprendra, le sec enseignement. Oyez maintenant la mirifique histoire du grand papillon. Un vieux berger, assis sur le perron d'un moulin à vent, la conte à un petit pâtre. La fable naît et grandit, coupée de questions sur des lèvres naïves. Nous assistons en quelque sorte à cette transposition du réel que préparèrent les longues rêveries du gardeur de moutons. Donc, il a pensé qu'au temps lointain des géants, les papillons furent énormément grands. Et un jour, on vit un papillon long de plusieurs milles, et qui avait des ailes larges comme des lacs. Ses ailes étaient bleues et argentées, et si magnifiques que lorsque le papillon volait, tous les autres animaux ne s'arrêtaient point de le fixer. Malheureusement, il était trop grand, ses ailes avaient peine à le porter. Tout se serait encore bien passé s'il avait eu la sagesse de rester au-dessus de la terre, mais il ne l'eut point et s'en alla sur la mer Baltique. Tempête. Les tendres ailes déchirées, le grand papillon tomba parmi les vagues. Son corps ensablé, pétrifié, devint l'arête rocheuse d'Hollande. Avec quelle dramatique simplicité cette aventure ne se déroule-t-elle pas aux yeux du petit camarade? Et je voudrais savoir si les paysans qui habitent les fermes bien closes de la côte, les pêcheurs qui pêchent le strömming dans la mer, les marchands de Bornholm ou les baigneurs qui arrivent ici chaque été, ou les voyageurs qui parcourent les ruines du château de Bornholm, ou les chasseurs qui viennent à l'automne chasser les perdrix, ou les peintres qui s'installent sur l'Alvar pour peindre les brebis et les moulins. Je voudrais savoir si l'un d'entre eux a compris que cette île a été un papillon qui a volé çà et là, avec ses grandes ailes rayonnantes. « Oh oui !» répondit soudain le jeune pâtre. « Cela a dû venir à l'idée de l'un d'entre eux, qui se sera assis un soir au bord de la falaise pour écouter le rossignol chanter à ses pieds dans les prairies, et pour regarder le détroit de Calmar. Cela lui sera venu à l'esprit que cette île n'a pas pu naître comme les autres. Et pourquoi ? Pourquoi le vieux berger a-t-il toujours éprouvé sur la crête de l'Alvar cette poignante et confuse impression de langueur qu'exprime cet usuel et intraduisible mot de Langtann? Je l'ai éprouvé tous les jours de ma vie, et je pense qu'elle étreint la poitrine de quiconque va là-haut. Je voudrais savoir si quelqu'un a compris que cette langueur vient de ce que toute l'île est un papillon qui aspire après ses ailes. Cette histoire, les maîtres la lisent dans les humbles stugors, couleur de sang des paroisses laponnes, aussi bien que dans les vastes salles de ces étonnants palais scolaires des villes. Une vision diaprée, inoubliable, palpitera dans toutes les mémoires, dans toutes les petites âmes. L'amour des deux bergers pour leur île éveillera des pensées de recueillement et d'exaltation. Ô miracle d'une sublime poésie! Que l'on aille après cela, si l'on a ce courage, critiquer cette fiction, l'histoire d'un gamin paresseux qu'un tomte transforme en lutin, et qui parcourt toute la Suède en chevauchant une oie sauvage. Nils Holgersson découvre son pays en une précieuse compagnie. Avisé camarade d'une gente emplumée, il apprend à tout connaître. Le récit de son fantastique voyage est une odyssée pittoresque, colorée, perpétuellement nuancée d'humour et d'émotion. Une odyssée, un vivant et mouvant poème. Nul livre, moins didactique d'apparence, qui soit plus plein à en déborder d'un multiple enseignement. Chacun y puisera la leçon qui convient à son âge et à sa condition. L'enfant, une élémentaire leçon de morale et de sagesse puérile et honnête. L'homme et le vieillard, un avis de méditation, d'active résignation. Tous, un conseil de sérieux, de bonté, de respect. Le respect de tout ce qui vaut d'être respecté. N'est-ce point l'attitude que commande cette grave poétesse? Respect des plus modestes âmes et des douleurs les plus humbles. Respect du labeur, de l'effort, même peu héroïque. Du scrupule et du sentiment. Respect du rêve bienfaisant qui réconforte ou exalte l'humanité endolorie. Respect de la nature, du paysage,
de l'arbre et de l'animal, devant la vie et le spectacle du monde, en quelques miroirs qu'ils se reflètent. Selma Lagerlöf ne se défend point d'une perpétuelle et vibrante adoration. En d'autres livres, elle a prouvé qu'elle n'ignore point le mal. Romancière, elle débrida d'un geste fort et sûr des plaies sanguinolentes. Elle n'a point à faire ici montre de son audace. Tout au plus, oppose-t-elle çà et là un discret et savoureux humour au travers de ses héros. Selma Lagerlöf aime l'humanité tout entière, d'un amour plein de pitié. L'éternelle secrète lamentation des cœurs retentit dans toute son œuvre. Nils Holgersson lui-même en perçoit l'angoissant écho au cours de ses célestes randonnées. Les premiers qui aperçurent les oies sauvages ce jour-là, ce furent les mineurs de Taberg, occupés à extraire le minerai de la montagne. Quand ils entendirent caqueter, ils s'arrêtèrent de creuser leur trou de mine, et l'un d'eux cria aux oiseaux « Où allez-vous ? Où allez-vous » Les oies ne comprirent pas ce qu'il disait, mais le petit garçon se pencha et répondit pour elle « Là où il n'y a ni pic ni marteau ». Les mineurs crurent que c'était leur propre Langton, qui faisait sonner comme une parole humaine le caquetage des oies. « Emmenez-nous, emmenez-nous » crièrent-ils. « Pas cette année » répondit le petit garçon, « pas cette année » Les oies passèrent ensuite au-dessus de la grande papeterie de Monkshaw. Après leur repas de midi, les ouvriers regagnaient en foule l'entrée de la fabrique. Eux aussi interrogent les voyageuses. « Où allez-vous ? Où allez-vous » ? « Là où il n'y a ni machine ni chaudière. »« Emmenez-nous, emmenez-nous !»« Pas cette année » répondit le petit garçon. « Pas cette année. » Puis c'est la fabrique d'allumettes de Jönköping qui apparaît, vaste comme une forteresse. Par une fenêtre, une jeune ouvrière se penche. Même question, même réponse. Au malade d'un hôpital, Nils apprend que le pays où il se rend ne connaît ni la souffrance ni la maladie. Aux enfants d'une école, qu'il ne redoutera en cette lointaine patrie, ni livres, ni leçons. Et tout le jour se poursuit le dialogue de la terre et des nuées, le colloque des hommes qui peinent et souffrent, et de leur vain désir qui s'enfuit à tire-d'aile dans le ciel du printemps. À l'horizon de ce livre chatoie un fond magnifiquement poétique. Au premier plan, une ample comédie à 100 actes divers, captive l'attention des yeux trop faibles pour suivre le mystère des infinies perspectives. Que d'aventures, que de héros, quelle vive peinture des 10 000 habitants de la forêt, de la lande, des marais et des grèves. Quelle étonnante histoire naturelle en action. Nils Holgersson est initié aux mœurs de la gente innombrable, ailée, emplumée, velue, qui plane, rôde, rampe, nage, propage l'infini frémissement de la vie parmi les campagnes sauvages, les bois illimités, les lacs, les fleuves et les mers scandinaves. Du lièvre à l'élan et à l'ours, de l'alouette à la gélinote et au coq de bruyère, de l'oie sauvage au cygne, à la grue, au corbeau, à la cigogne, à toutes les sortes de grèbes, guillemots, plongeons, sarcelles et canards, du serpent à l'insecte, du chien domestique au loup et au renard. Il n'est pas un figurant du théâtre de la nature septentrionale qui ne manifeste ici son caractère, ses habitudes, son genre de vie. L'écureuil est un aimable avare, la martre est réputée pour son incivilité, la loutre est une maraudeuse incorrigible, toujours errante, l'instinct social des rats gris et de leurs ennemis les rats noirs les détermine à de véritables guerres nationales comparables à celles des hommes. Les animaux de Selma Lagerlöf ignorent la subtilité, la moralité pratique et toute humaine que l'on connaît à ceux de La Fontaine. Une moralité saine, très proche de la nature et de la providentielle sagesse des instincts, nuance leur courtoisie et règle leurs rapports. Frappante leçon pour un fils des hommes, rude école d'honnêteté et de franchise, où Nils apprend d'abord le respect et l'amour de la vie sous toutes ses formes. Les animaux de Selma Lagerlöf sont peints avec une minutie précise. Et si ces descriptions de paysages révèlent la compatriote de Linné, comment ne point découvrir en elle quelque chose du génie qui inspire cet autre Suédois, l'admirable peintre animalier Liljefors.
Selma Lagerlöf décrit les habitants des grèves et des déserts forestiers avec précision, avec une pieuse exactitude, avec, fréquemment, un allègre et piquant humour. Tel tableau, tel drame de la lande ou des fiels fait songer à la manière de Kipling. Mais d'ordinaire, je ne sais quelle grâce rêveuse, je ne sais quelle douceur de l'atmosphère et de l'émotion qui enveloppe tout le livre signale assez que nous sommes loin, très loin de la jungle orientale. Nous sommes en Suède, pays des longs frimas, des brusques printemps et des douces nuits d'été. Pays étrangement poétique, tout bruissant de déchirantes mélodies, et de légendes mélancoliques ou gaies, et de poèmes et de chansons. Terre monotone, comme par exemple notre Bretagne, et comme elle, ensorceleuse. Selma Lagerlöf nous en dira la variété, que l'étranger n'aperçoit pas tout d'abord. Chaque province a sa physionomie. De chacune de ces physionomies, Niels apprend à distinguer les traits à travers une saga familière et naïvement expressive. Nulle part l'éminente dignité du roi de la création n'est sacrifiée. Avec quelle émotion Niels, métamorphosé, ne découvre-t-il pas sa déchéance ? Il commença à comprendre ce que cela signifiait de n'être plus un être humain. Il n'était plus un être humain, mais un monstre. Il était désormais séparé de tout. Il ne pourrait plus jouer avec les autres gamins, ni se charger de la ferme après ses parents, et sûrement pas se marier avec une jeune fille. Il s'assit et regarda sa maison. C'était une petite maison, aux poutres apparentes, blanchie à la chaux, qui semblait enfoncée dans le sol sous son toit de chaume haut et pointu. Les dépendances aussi étaient petites, et les lopins de terre environnants si étroits qu'à peine un cheval pouvait s'y retourner. Mais, si petit et pauvre que fût ce foyer, il était désormais trop bon pour lui. Il ne pouvait demander d'autre refuge qu'un trou dans le plancher de l'étable. Pauvre maison du paysan suédois. Selma Lagerlöf en révèle aux enfants de son pays la secrète opulence. Elle leur révèle la beauté cachée du plus humble spectacle. Son amour fleurit le plus simplement du monde en somptueuses images et en émouvants lyrismes. Selma Lagerlöf hausse un conte puéril à la pure poésie. Et l'on pourrait dire que ce conte est un vaste poème mouvementé, vivant, coloré. Quel pays n'envierait à la Suède le merveilleux voyage ? Lucien Maury. Chapitre 1. Niels Holgersson. Dimanche 20 mars. Il était une fois un gamin d'environ 14 ans, grand, dégingandé, avec des cheveux blonds comme de la filasse. Il n'était pas bon à grand-chose. Dormir et manger étaient ses occupations favorites. Il aimait aussi à jouer de mauvais tours. Un dimanche matin, ses parents s'apprêtaient à aller au temple. Assis en bras de chemise sur un coin de la table, il se réjouissait de les voir partir et d'être son maître pendant une couple d'heures. « Je vais pouvoir, songeait-il, décrocher le fusil de père et tirer 2 ou 3 cartouches sans que personne s'en aperçoive. » On eût dit que le père devinait ses projets. Au moment de partir, il s'arrêta sur le seuil et dit « Puisque tu ne veux pas nous accompagner au temple, tu pourrais bien lire le prône à la maison. Me le promets-tu » ? « Oui, si vous voulez. » Il pensait bien ne lire que ce qui lui plairait. Jamais il n'avait vu sa mère aussi prompte. En un clin d'œil, elle fut devant la petite étagère suspendue au mur. Elle y prit le sermonnaire de Luther et le plaça sur la table, devant la fenêtre, ouvert au sermon du jour. Elle chercha aussi l'évangile de ce dimanche et le mit à côté du sermonnaire. Enfin, elle approcha de la table le grand fauteuil qu'on avait acheté l'année précédente à la vente du presbytère de Wemenhog et où d'ordinaire seul le père avait le droit de s'asseoir. Le gamin songeait que la mère se donnait bien trop de mal pour cette mise en scène, car il ne lirait certes qu'une page ou deux. Mais de nouveau,
Le père semblait deviner ses intentions. Il dit d'une voix sévère : « Tâche de lire attentivement. Lorsque nous serons de retour, je t'interrogerai page par page. Gare à toi si tu en as sauté. » Le sermon a 14 pages et demie, ajouta la mère. Tu ferais bien de t'y mettre tout de suite, si tu veux avoir fini à temps. Ils partirent enfin. De la porte, le gamin les regardait s'éloigner. Il était comme pris au piège. « Ils sont maintenant bien contents, » murmura-t-il, « de me savoir enfermer le nez sur un livre pendant toute leur absence. » Mais le père et la mère n'étaient pas du tout contents. Ils étaient au contraire très affligés. C'étaient de pauvres tenanciers. Leur domaine n'était guère plus grand qu'un bout de jardin. Quand ils s'y étaient installés, la ferme ne nourrissait qu'un cochon et quelques poules. Durs à la besogne, travailleurs et actifs, ils possédaient maintenant des vaches et des oies. Ils avaient en somme très bien réussi, et par cette belle matinée, ils fussent partis de joyeuse humeur pour se rendre au temple, s'ils n'avaient point pensé à leur fils. Le père s'affligeait de le voir si paresseux et si inerte. Il n'avait rien voulu apprendre à l'école. Il était tout juste capable de mener paître les oies. La mère ne niait pas que cela fût vrai, mais elle s'attristait surtout de le voir si méchant et si insensible, cruel aux animaux, malveillant envers les hommes. « Que Dieu brise sa méchanceté et lui donne un autre esprit, » soupirait-elle. « Sinon, il fera son propre malheur et le nôtre. » Après avoir longuement réfléchi, le gamin décida qu'il valait mieux cette fois obéir. Il s'installa dans le grand fauteuil et se mit à lire en marmonnant à voix basse. Bientôt, le bruit de sa propre voix parut l'endormir. Il eut conscience lui-même qu'il s'assoupissait. Dehors, il faisait le plus magnifique temps de printemps. On n'était qu'au 20 mars, mais la commune de Wemenhog est située tout au sud de l'Ascanie, et le printemps était déjà en plein travail. Il n'avait pas encore fait reverdir les arbres, mais tout bourgeonnait et rayonnait. Il y avait de l'eau dans tous les fossés, et le pas d'âne fleurissait sur les talus des routes. Toutes les petites mousses et les lichens qui poussaient sur le mur de pierre avaient bruni et brillaient. La forêt de hêtres tout au fond gonflait à vue d'œil et semblait à chaque instant plus épaisse. Le ciel paraissait très haut et avait une couleur bleue très pure. La porte de la maisonnette était restée entr'ouverte et laissait pénétrer les trilles des alouettes. Dans la cour, les poules et les oies picoraient. Les vaches, qui sentaient l'air printanier jusqu'au fond de l'étable, faisaient entendre de temps en temps un long mugissement. Le gamin lisait, s'assoupissait, sursautait et luttait contre le sommeil. « Je ne veux pas m'endormir, car alors je n'aurai pas fini de toute la matinée. » Mais, en dépit de cette résolution, il finit par céder au sommeil. Avait-il dormi longtemps, ou seulement quelques instants? Il ne le savait. Mais un léger bruit derrière lui l'éveilla. Sur le rebord de la fenêtre, en face de lui, une petite glace reflétait presque toute la pièce. Comme il levait la tête, ses yeux rencontrèrent la glace, et il s'aperçut que le grand coffre de sa mère était ouvert. La mère possédait un gros coffre de chêne, lourd et massif, garni de ferrures, qu'elle ne permettait à personne d'ouvrir. Elle y gardait toutes les choses qu'elle avait héritées de sa propre mère et auxquelles elle tenait beaucoup. C'étaient des robes de paysanne à l'ancienne mode, en drap rouge, à la taille courte, aux jupes plissées et aux plastrons brodés de perles. C'étaient des coiffes blanches, empesées, et de lourdes boucles et chaînes d'argent. Les gens ne voulaient pas porter ces vieux costumes, et souvent la mère avait songé à s'en défaire, mais n'avait pu s'y résoudre. Ces choses lui tenaient trop au cœur. Or, le gamin vit nettement dans la glace que le couvercle du coffre était ouvert. Il ne comprenait pas comment c'était possible, car la mère avait certainement fermé le coffre avant de partir. Elle ne l'aurait jamais laissé ouvert, lorsque son fils était seul à la maison.
Il se sentit tout à fait mal à l'aise. Il eut peur qu'un voleur ne se fût glissé dans la maison. Il n'osait bouger. Immobile, il regardait fixement la glace. Il attendait que le voleur se montrât. Tout à coup, il se demanda ce que signifiait cette ombre noire qui tombait sur le bord du coffre. Il regardait, et ne pouvait en croire ses yeux. Mais peu à peu, ce qui au début n'avait été qu'une ombre se précisa. Et bientôt, il se rendit compte que c'était une réalité. Il y avait là un tombe, ni plus ni moins, installé à califourchon sur le bord du coffre. Certes, le gamin avait bien des fois entendu parler des tombes, mais jamais il n'avait pensé qu'ils puissent être aussi petits. Celui-ci n'était pas plus haut qu'un revers de main. Il avait un vieux visage ridé et imberbe, et portait un vêtement noir très long, des culottes et un chapeau noir à larges bords. Sa toilette était très soignée, des dentelles blanches autour des poignets et du cou, des chaussures ornées de boucles et de jarretières à gros nœuds. Il avait retiré du coffre un plastron brodé et examiné le travail d'autrefois, avec un tel recueillement qu'il ne vit pas que le gamin s'était réveillé. Celui-ci était bien étonné de voir le tomte, mais il n'eut pas très peur. Comment aurait-il pu avoir peur d'un être si petit ? Et puisque le tomte était absorbé au point de ne voir ni d'entendre, le gamin se dit qu'il serait amusant de lui faire une niche. Le pousser par exemple dans le coffre et rabattre le couvercle ou quelque chose de ce genre. Son courage n'allait pourtant pas jusqu'à oser toucher de ses mains le tomte. Aussi chercha-t-il des yeux un objet avec lequel il pût lui porter un coup. Ses regards erraient du lit canapé à la table et de la table au fourneau. S'élevant vers les casseroles et la cafetière placées sur une planchette, ils allaient au fusil du père, suspendu au mur entre les portraits de la famille royale de Danemark, atteignaient les géraniums et les fuchsias qui fleurissaient devant la fenêtre, pour tomber enfin sur un vieux filet à papillons accroché au montant de la croisée. À peine eut-il aperçu le filet à papillons, il le saisit, vivement, bondit et le rabattit sur le bord du coffre. Il fut surpris lui-même de sa chance, car il avait bel et bien attrapé le tomte. Le pauvret gisait au fond du filet, la tête en bas, incapable d'en sortir. Au premier abord, le gamin ne sut que faire de sa proie. Il agitait seulement le filet, afin d'empêcher le tomte de regrimper. Le tomte se mit à parler, et de tout son cœur le supplia de lui rendre la liberté. Il leur avait fait du bien pendant de longues années, dit-il, et méritait un autre traitement. Si le gamin le lâchait, il lui donnerait un vieux dalleur, une cuillère d'argent et une monnaie d'or grosse comme la montre du père. Le gamin ne trouva pas cette offre très généreuse, mais depuis qu'il s'était emparé du tomte, il en avait peur. Il se rendait compte qu'il avait affaire à quelque chose d'étranger et d'effrayant, qui n'appartenait pas à son monde, et ne demandait qu'à sortir de cette aventure. Aussi acquiesça-t-il immédiatement à la proposition du tomte, et cessa d'agiter le filet pour permettre au petit bonhomme de regrimper. Toutefois, au moment où son prisonnier était presque sorti du filet, il eut l'idée qu'il aurait dû s'assurer de grands biens et toutes sortes de choses. Pour commencer, il aurait au moins dû exiger que le sermon lui entrât tout seul dans la tête. « Que j'ai donc été bête de le laisser partir !» se dit-il. Et de nouveau, il se mit tout à coup à agiter le filet. Mais au même instant, il reçut une gifle si formidable qu'il lui sembla que sa tête allait éclater. Il fut projeté d'abord contre un mur, puis contre l'autre. Enfin, il tomba par terre et demeura inanimé. Lorsqu'il reprit connaissance, il était seul dans la pièce. Nulle trace du tomte. Le couvercle du coffre était rabattu. Le filet à papillons était à sa place, accroché à la fenêtre. S'il n'avait pas ressenti une douleur cuisante à la joue, il aurait été tenté de croire que tout cela n'avait été qu'un rêve. Quoi qu'il en soit, se dit-il, père et mère affirmeront toujours que c'était un rêve.
Ils ne me feront pas grâce du sermon à cause du tomte. Aussi, faut-il mieux que je me remette à lire. » Ce disant, il s'avançait vers la table, lorsque tout à coup il remarqua quelque chose d'étrange. Il n'était pas possible que la maison se fût agrandie. Mais comment expliquer autrement qu'il eut à faire un si grand nombre de pas pour atteindre la table? Et qu'avait donc la chaise? Elle ne semblait pas être devenue plus grande. Pourtant, il dut se hisser d'abord jusqu'au barreau inférieur et de là grimper sur le siège. De même pour la table. Il ne put en voir le dessus qu'en escaladant le bras du fauteuil. « Qu'est-ce que cela signifie ?» se dit-il. « Je crois que le tomte a enchanté les fauteuils et la table, et toute la maison. » Le sermonnaire était toujours ouvert sur la table et ne paraissait pas changer. Pourtant, il vit bien qu'il y avait là encore quelque chose de bizarre, car il ne put lire un seul mot sans se placer debout sur le livre même. Il lut quelques lignes, puis leva la tête. Ses yeux tombèrent de nouveau sur la glace, et il s'écria tout haut. « Tiens, en voilà encore un !» Dans le miroir, il voyait nettement un tout petit homme, en bonnet pointu et en culotte de peau. « Celui-là est habillé exactement comme moi !» s'écria-t-il, en joignant les mains de surprise. Alors, le petit bonhomme de la glace fit le même geste. Le gamin se mit à se tirer les cheveux, à se pincer, à pirouetter sur lui-même. Aussitôt, l'homme de la glace imita ses mouvements. Rapidement, il fit le tour de la glace pour voir s'il y avait quelqu'un caché là derrière. Mais il n'y avait personne. Il se prit alors à trembler, car il comprenait tout à coup que le tomte l'avait ensorcelé et que l'image reflétée par la glace était son image à lui. Les oies sauvages. Cependant, le gamin ne pouvait se faire à l'idée qu'il était transformé en tomte. « Ce ne peut être qu'un rêve ou une imagination, » pensait-il. « Si j'attends quelques instants, je serai encore un être humain. » Il se posta devant le miroir et ferma les yeux. Il ne les rouvrit qu'au bout de quelques minutes, s'attendant à voir cesser l'enchantement. Mais non, il était toujours aussi petit. Sauf pour la taille, il était d'ailleurs exactement comme avant. Les cheveux filasses et les taches de rousseur sur le nez et les pièces aux culottes de cuir et le raccommodage des bas, il retrouvait tout, mais à une échelle minuscule. Rien ne servait d'attendre. Il fallait agir. Et ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était de chercher le tomte pour s'efforcer de faire la paix avec lui. Il sauta à terre et se mit à chercher. Il regarda derrière les chaises et les armoires, sous le lit et dans le four. Il se faufila même dans quelques trous de souris, mais en vain. Tout en cherchant, il pleurait, suppliait, faisait toutes sortes de promesses. Jamais plus il ne trahirait sa parole. Jamais il ne serait méchant. Jamais il ne s'endormirait pendant le sermon. Si seulement il redevenait un être humain. Il serait le garçon le plus obéissant, le plus doux et le plus gentil. Mais il eut beau promettre, cela ne servait à rien. Tout à coup, il se rappela avoir entendu la mère dire que les tomtes ont coutume de se tenir à l'étable. Il résolut d'y aller. Par chance, la porte de la maison était restée ouverte. Il n'aurait jamais pu arriver à ouvrir le loquet. Il sortit sans encombre. Arrivé sur le pas de la porte, il chercha des yeux ses sabots, car dans la maison, il se promenait naturellement en chaussons. Mais comment pouvait-il se servir de ces gros et lourds sabots? Mais au même instant, il découvrit sur le seuil une paire de tout petits sabots. Cette découverte ne fit qu'accroître sa peur. Si le tomte avait eu la prévoyance de changer jusqu'à ses sabots, n'était-il pas à supposer que cette malheureuse aventure allait se prolonger? Sur la vieille marche en bois de chêne, devant la porte, un moineau sautillait. À peine eut-il aperçu le gamin qu'il se mit à pépier et à crier « Tuit, tuit, vois, regarde, Niels, le gardeur d'oies, regarde, le petit poussé, regarde, Niels Holgersson poussé !»
Les oies et les poules se tournèrent au-dessus d'Irnils. Il y eut un gloussement et un caquettement formidables. « Cocorico » chanta le coq. « C'est bien fait !»« Cra-cra-cra !»« C'est bien fait !» crièrent les poules. Et elles continuèrent indéfiniment à répéter la même chose. Les oies se rassemblèrent, se serrant les unes contre les autres, allongeant leurs têtes toutes ensemble, et elles demandaient « Qui a pu faire ça ? Qui a pu faire ça ?» Le plus merveilleux, c'est que le gamin comprenait leur langage. Surpris, il demeura un moment sur la marche à les écouter. « C'est parce que je suis changé en tombe que je connais le langage des oiseaux. » Il trouvait insupportables les poules qui ne cessaient de glousser et de crier que c'était bien fait. Il leur lança une pierre pour leur imposer silence. « Voulez-vous vous taire, canaille ?» Malheureusement, il avait oublié qu'il n'était plus de taille à faire peur aux poules. Toute la troupe se précipita vers lui, l'encercla et se mit à glousser. « Cra-cra-cra, c'est bien fait! Cra-cra-cra, c'est bien fait !» Le gamin essaya de s'échapper, mais les poules le poursuivirent, en criant à le rendre sourd. Il n'aurait jamais pu s'en débarrasser si le chat de la maison n'avait fait son apparition. Dès que les poules le virent, elles se turent et firent semblant d'être uniquement occupées à gratter le sol et à chercher des vers. Le gamin courut vers le chat. « Mon petit minet, dit-il, toi qui connais si bien tous les trous et les coins et recoins de la ferme, tu serais bien gentil de me dire où je trouverais le tomte. » Le chat ne répondit pas tout de suite. Il s'assit, disposa élégamment sa queue autour de lui et fixa le gamin. C'était un grand chat noir à la poitrine blanche. Ses poils lisses brillaient au soleil. Ses griffes étaient bien rentrées. Ses yeux étaient entièrement gris, avec une toute petite fente étroite au milieu. Il avait un air bonasse. « Certainement, je sais où demeure le tomte, » dit-il d'une voix très douce. « Mais crois-tu que je vais te le dire ? » « Mon cher minet, il faut que tu m'aides. Tu ne vois donc pas qu'il m'a ensorcelé ?» Le chat entr'ouvrit ses paupières, et un reflet vert signifia sa méchanceté. Il ronronna et ronfla de plaisir avant de répondre. « Tu veux que je t'aide pour te remercier de m'avoir si souvent tiré la queue ?» dit-il enfin. Le gamin se fâcha et oublia complètement qu'il était petit et impuissant. « Je pourrais bien encore te tirer la queue, moi !» s'écria-t-il. « Attends un peu !» En un instant, le chat fut si transformé qu'on aurait à peine dit le même animal. Chaque poil de son corps se hérissait. Le dos s'était voûté, les pattes s'étaient allongées, les griffes égratignaient le sol, la queue était devenue épaisse et courte, les oreilles s'étaient couchées au ras de la tête, la bouche crachait, les yeux agrandis brillaient d'un feu rouge. Le gamin ne voulut pas se laisser effrayer par un chat. Il fit un pas en avant. Alors, le chat bondit et retomba droit sur le gamin, le jeta à terre et se planta sur lui, les pattes de devant sur sa poitrine, la gueule ouverte sur sa gorge. Le gamin sentait les griffes qui, à travers la veste et la chemise, lui entraient dans la chair. Les dents pointues lui chatouillaient la gorge. Il appela au secours de toute la force de ses poumons. Mais personne ne vint, et il crut bien que sa dernière heure avait sonné. Il sentit enfin que le chat rentrait ses griffes et lâchait prise. « Voilà, cela suffit. Je te laisse aller pour cette fois, à cause de la patronne. Je voulais seulement te faire comprendre qui de nous est le plus fort. » Là-dessus, le chat s'en alla, aussi patelin et bonasse qu'auparavant. Le gamin était si honteux qu'il ne souffla pas mot, mais s'enfuit vers l'étable, à la recherche du tomte. Il n'y avait que 3 vaches, mais lorsque le gamin se montra, il y eut un tapage et un beuglement à faire croire qu'il y en avait au moins 30. « Meuh, meuh, meuh !» rugissaient Rose de Mai. « C'est heureux qu'il y ait une justice en ce monde. Meuh, meuh, meuh !» continuait-elle, toutes ensemble,
Il ne put distinguer ce qu'elles disaient, car elles mugissaient plus fort l'une que l'autre. Il voulait parler du tomte, mais il ne réussit pas à se faire entendre. Les vaches étaient en pleine révolte. Elles se démenaient, comme lorsqu'il faisait entrer dans l'étable un chien étranger. Elles lançaient des coups de pied, agitaient leurs chaînes, tournaient la tête en arrière et menaçaient de leurs cornes. « Viens un peu !» criait Rose de Mai, « et je te donnerai un coup de pied que tu n'oublieras pas de sitôt. »« Viens !» dit Lys d'Or, « je te ferai danser sur mes cornes. »« Viens ici, approche un peu, et je t'apprendrai ce que je ressentais, moi, l'été dernier, lorsque tu me lançais ton sabot, » rugit l'Étoile. « Viens ! Je te ferai payer la guêpe que tu me lâchais dans l'oreille, » beugla Lys d'Or. Rose de Mai, l'aînée et la plus sage d'entre elles, était la plus furieuse. « Viens, dit-elle, tu seras récompensée pour avoir si souvent tiré le pied de l'escabeau au moment où ta mère allait nous traire, pour tous les crocs en jambes que tu lui as donnés lorsqu'elle passait, en portant les seaux de lait, pour toutes les larmes qu'elle a pleurées ici même sur toi. » Le gamin aurait voulu leur dire qu'il regrettait d'avoir été méchant envers elle, et qu'il ne recommencerait plus jamais, si seulement elle consentait à lui dire où était le tomte. Mais les vaches faisaient un tel tapage et s'agitaient si violemment qu'il eut peur de les voir se détacher. Il jugea plus prudent de se glisser hors de l'étable. Dans la cour, il se sentit très découragé. Il se rendait compte que personne n'était disposé à l'aider à trouver le tomte. D'ailleurs, le trouva-t-il? Cela ne servirait probablement pas à grand-chose. Il grimpa sur le mur de pierre sèche qui entourait la ferme et qui disparaissait par endroits sous les ronces et les épines. Il s'y assit pour réfléchir à ce qu'il arriverait s'il ne redevenait pas homme. D'abord, lorsque père et mère reviendraient de l'église, quel étonnement! Oui, il y aurait de l'ébahissement dans tout le pays, et des gens viendraient de Wemenhog-Hest, et de Torp, et de Skurup. De toute la commune, on viendrait le voir. Et peut-être ses parents le conduiraient-ils à la foire de Kivik pour le montrer. C'était terrifiant. Il aimerait mieux que personne ne le vît plus jamais. Quel malheur que le sien! Nul n'était aussi à plaindre. Il n'était plus un homme, mais un monstre. Il commençait peu à peu à comprendre ce que cela signifiait de n'être plus un homme. Il était dorénavant séparé de tout. Il ne pourrait plus jouer avec d'autres gamins. Il ne pourrait pas prendre à bail la ferme après ses parents, et très certainement il ne trouverait jamais de jeune fille qui voudrait l'épouser. Il regardait sa maison. C'était une petite chaumière de torchis qui semblait s'enfoncer dans la terre sous le poids d'un toit de paille haut et escarpé. Les dépendances étaient aussi toutes petites, les bouts de champ si étroits qu'un cheval y trouvait à peine la place de tourner. Mais si petite et pauvre qu'elle fût, cette demeure était maintenant trop bonne pour lui. Il n'avait plus le droit de demander rien de mieux qu'un trou sous le plancher de l'écurie. Il faisait un temps merveilleusement beau. Tout autour de lui, l'eau ruisselait, les branches bourgeonnaient, les oiseaux gazouillaient. Lui seul portait un gros chagrin. Il ne se réjouirait plus de rien. Jamais il n'avait vu le ciel aussi bleu. Les oiseaux migrateurs passaient par bandes. Ils revenaient de l'étranger. Ils avaient traversé la Baltique, se dirigeant droit sur le cap de Smygehuk. Et maintenant, ils allaient vers le nord. Il y en avait de différentes espèces, mais ils ne reconnaissaient que les oies sauvages, qui volaient sur 2 longues lignes formant un angle. Plusieurs bandes d'oies avaient déjà passé. Elles volaient très haut, mais il entendait pourtant leurs cris. « Nous partons pour les fiels! Nous partons pour les fiels !» Lorsque les oies sauvages apercevaient les oies domestiques qui se promenaient dans la basse-cour, elles abaissaient leur vol et criaient « Venez avec nous! Venez avec nous! Nous partons pour les fiels !» Les oies domestiques ne pouvaient s'empêcher de lever la tête pour écouter. Mais elles répondaient, pleines de bon sens. « Nous sommes bien ici! Nous sommes bien ici !» C'était, comme nous l'avons dit, un jour merveilleusement beau, avec un air qui invitait au vol, si frais, si léger. À mesure que de nouvelles bandes passaient,
les oies domestiques devenaient plus inquiètes. Elles battaient par moments des ailes, comme décidées à suivre les oies sauvages. Mais chaque fois, il se trouvait parmi elles quelques vieilles commères qui disaient « Ne faites donc pas les folles, celles-là auront à souffrir de la faim et du froid. » Or, il y avait un jeune jar à qui les appels des oies sauvages avaient donné une grande envie de partir. « S'il vient encore une bande, je l'accompagnerai, dit-il. Une nouvelle bande arriva, appelant comme les précédentes. Alors, le jar répondit « Attendez, attendez, je viens !» Il déploya ses ailes et s'éleva dans l'air. Mais il avait si peu l'habitude de voler qu'il retomba à terre. Les oies sauvages semblaient cependant avoir entendu son cri. Elles revinrent lentement en arrière pour voir s'il allait les rejoindre. « Attendez, attendez !» criait-il, en faisant un nouvel effort. Le gamin entendait tout du mur où il s'était caché. Quel dommage si le grand jar allait s'envoler. Père et mère en auraient du chagrin s'il était parti lorsqu'ils reviendront du temple. Il en oublia une fois encore qu'il était petit et sans force. Il sauta au milieu des oies et jeta ses bras autour du cou du jar. « Tu resteras ici, tu entends ?» cria-t-il. Mais juste à ce moment, le jar avait compris ce qu'il fallait faire pour s'élever du sol. Il ne put s'arrêter pour secouer le gamin, et celui-ci fut emporté dans l'air. Il fut enlevé avec une rapidité qui lui donna le vertige. Avant d'avoir pensé à lâcher prise, il se trouva si haut qu'il se serait tué s'il était tombé à terre. Il n'avait plus qu'à essayer de se hisser sur le dos de l'oie. Il y parvint, mais avec beaucoup de peine. Il n'était pas facile non plus de se maintenir sur le dos lisse et glissant, entre les deux ailes battantes. Il dut plonger ses deux mains dans les plumes et le duvet pour ne pas être précipité. L'étoffe à carreaux. Un long moment, le gamin eut des vertiges qui l'empêchèrent de se rendre compte de rien. L'air sifflait et le fouettait. Les ailes frappaient, les plumes vibraient avec un bruit de tempête. 13 oies volaient autour de lui. Toutes caquetaient et battaient des ailes. Les yeux éblouis, les oreilles assourdies, il ne savait si elles volaient haut ou bas, ni quel était le but du voyage. Enfin, il se ressaisit et comprit qu'il devait tâcher de savoir où on le conduisait. Mais comment aurait-il le courage de regarder en bas ? Les oies sauvages ne volaient pas très haut, car leur nouveau compagnon de voyage n'aurait pu respirer un air trop léger. À cause de lui, elles volaient aussi moins vite qu'à l'ordinaire. Enfin, le gamin eut l'audace de jeter un regard au-dessous de lui. Il fut surpris de voir étendue là-bas, comme une grande nappe, divisée en une infinité de grands et de petits carreaux. Où pouvons-nous bien être ? Il regarda encore. Rien que des carreaux. Il y en avait d'étroits et longs, quelques-uns étaient de biais, mais partout, l'œil rencontrait des angles et des bords droits. Rien de rond, aucune courbe. « Qu'est-ce donc que cette grande pièce d'étoffe à carreaux ?» grommela-t-il, sans attendre de réponse. Mais les oies sauvages qui volaient autour de lui crièrent immédiatement « Des champs et des prés ! Des champs et des prés !» Il comprit alors que l'étoffe à carreaux était la plaine de Scanie qu'on traversait. Et il comprit aussi pourquoi elle semblait si bariolée. Les carreaux vert tendre, il les reconnut d'abord. C'étaient les champs de seigle, ensemencés l'automne précédent et restés verts sous la neige. Les carreaux gris jaunâtres étaient des chaumes, où en été il y avait eu du blé. Les carreaux bruns, d'anciens champs de trèfle, les noirs, des champs de betteraves dépouillés et nus, ou bien des terres en friche. Les carreaux bruns bordés de jaune étaient certainement des bois de hêtre, car dans ces bois, les grands arbres du milieu se dépouillent en hiver, tandis que les jeunes arbrisseaux de la lisière gardent jusqu'au printemps leurs feuilles jaunes et desséchées. Il y avait aussi des carreaux foncés, avec quelque chose de gris au milieu. C'étaient les grosses fermes aux toits de chaume noircis entourant des cours pavées. D'autres carreaux encore étaient verts au milieu, avec une bordure brune. C'étaient des jardins, où les pelouses verdissaient déjà, bien que l'on vît encore l'écorce nue des buissons et des haies.
Le gamin ne put s'empêcher de rire en contemplant tous ces carreaux. Mais quand elles l'entendirent, les oies sauvages crièrent sur un ton de reproche. « Pays bon et fertile, pays bon et fertile !» Il reprit vite son sérieux. « Comment, songeait-il, oses-tu rire après la plus terrible mésaventure qui puisse arriver à un être humain ?» Il demeura grave un moment, mais bientôt la gaieté le reprit. Il s'habituait à cette façon de voyager, à la vitesse, et pouvait songer à autre chose qu'à se maintenir sur le dos du jar. Il commençait à observer combien l'espace était rempli de bandes d'oiseaux, tous en route vers le nord. Et c'étaient des cris et des appels d'une bande à l'autre. « Ah, vous voilà! Vous avez fait la traversée aujourd'hui » criaient les uns. « Mais oui, répondaient les oies. « Où en est le printemps ici ?»« Pas une feuille aux arbres, et l'eau est glaciale dans les lacs, » répondit-on. Lorsque les oies traversaient un endroit où l'on voyait des oiseaux domestiques, elles les hélaient. « Comment s'appelle cette ferme ? Comment s'appelle cette ferme ?» Alors, le coq tendait le cou et chantait. « La ferme s'appelle Petit Champ. Cette année comme l'an dernier. Cette année comme l'an dernier. » La plupart des fermes portaient le nom de leur propriétaire, comme c'est l'usage en Scanie. Mais au lieu de répondre que c'était la ferme de Père Matson ou de Ola Bosson, les coqs inventaient des noms qu'ils trouvaient plus convenables. Dans les chaumières pauvres et les petites métairies, ils criaient « Cette ferme s'appelle Grain-Volant !» Et dans les plus misérables, « Cette ferme s'appelle Mâche Petit, Mâche Petit, Mâche Petit !» Les vastes fermes des paysans riches recevaient de beaux noms, comme Champ Fortuné, Colline aux œufs, Bourg d'Argent. Mais les coqs des châteaux et des grands domaines étaient trop orgueilleux pour plaisanter. L'un d'eux chanta et cria comme s'il avait voulu se faire entendre jusqu'au soleil. « Voici le château de Diebeck, cette année comme l'an dernier, cette année comme l'an dernier !» Et un peu plus loin, un autre criait « Voici Svanholm, tout le monde le sait !» Le gamin remarqua que les oies ne se dirigeaient pas en ligne droite. Elles volaient et planaient sur toute la grande plaine de Scanie, comme si, heureuses d'être de retour, elles voulaient saluer chaque maison. Elles arrivèrent à un endroit où se dressaient quelques grands bâtiments lourds, surmontés de hautes cheminées et entourés de maisonnettes. « C'est la raffinerie de Jordberga !» Le gamin tressaillit. Comment n'avait-il pas reconnu cet endroit ? Ce n'était pas très loin de chez lui. L'été précédent, il y avait été placé comme petit pâtre. Mais vu d'en haut, tout avait un autre aspect. Jordberga, et Asa, la gardeuse d'oies, et le petit Mats, qui avait été ses camarades. Comme il aurait aimé savoir s'ils étaient encore là. Qu'est-ce qu'ils auraient dit s'ils s'étaient doutés que Niels volait en ce moment au-dessus de leur tête? Mais bientôt, on perdit de vue Jordberga. On vola vers Svedala et Skabersjo pour revenir vers le couvent de Boringe. Le gamin vit plus de la Scanie en cette seule journée que pendant toutes les années qu'il avait vécues. Lorsque les oies sauvages rencontraient des oies domestiques, c'est alors qu'on s'amusait le plus. Elles volaient très lentement en appelant « Nous voilà en route vers les fiels. Venez-vous ? Venez-vous » Mais les oies domestiques répondaient « L'hiver est encore dans le pays. Vous êtes venus trop tôt. Repartez, repartez !» Les oies sauvages descendaient très bas pour se faire bien entendre et criaient « Venez, nous vous apprendrons à voler et à nager !» Irrités, les oies domestiques ne daignaient même pas caqueter une réponse. Les oies sauvages s'abaissaient encore davantage jusqu'à effleurer presque le sol. Puis elles remontaient comme des flèches, en faisant semblant d'être effrayées. « Aïe, aïe, aïe !» criait-elle. « Ce n'étaient pas des oies, ce n'étaient que des moutons, ce n'étaient que des moutons !» Alors, les oies domestiques étaient furieuses et criaient « Puisse-t-on vous fusiller et vous abattre toutes tant que vous êtes, tant que vous êtes !» En entendant ces plaisanteries, le gamin riait. Puis, l'idée de son malheur lui revenant, il pleurait, pour rire de nouveau quelques moments plus tard. Jamais auparavant il n'avait voyagé avec cette rapidité.
Il avait toujours aimé aller à cheval, vite, follement vite. Mais naturellement, il n'avait jamais imaginé que l'air fût là-haut si délicieusement frais, ni qu'on y respirât d'aussi bonnes senteurs de terre humide et de résine montant du sol. Jamais non plus il ne s'était rendu compte de ce que ce serait que de voler si haut au-dessus de la terre. C'était en quelque sorte s'envoler loin des soucis et des chagrins et des ennuis de toute espèce. Bonjour et bienvenue sur le premier vlog lecture sur le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Ce titre est beaucoup trop long, je pense que je vais rester sur le merveilleux voyage tout court. J'ai bien aimé ma foi. Bon, est-ce que je suis bon public? Sans doute. On est vraiment sur de l'ouvrage jeunesse. Bon, on va commencer par le début. Donc, je savais qu'on était sur de l'ouvrage jeunesse qui touchait au conte, parce que déjà le 4e de couverture m'en avait averti, et la préface aussi. Alors, je recontextualise quelque chose. À un moment, il me semble que c'est l'auteur de la préface, Lucien Maury, qui parle de lapon. Donc, on ne parle plus de lapon, on parle de Sami maintenant. Parce que le lapon est une insulte, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire pour eux. Mais maintenant, en fait, on parle de Sami, qui est le nom de ce peuple-là. Et le nom de lapon était le nom que devaient leur donner ceux qui vivaient par là, les Suédois et peut-être d'autres. Parce que les Samis sont à cheval sur la Scandinavie et courent un petit peu aussi vers la Russie. Pour la petite précision, en fait, je me suis pas mal documentée sur les Samis et notamment aussi les Inuits. Bon, on est d'accord, ils n'ont rien à voir, ces deux peuplades n'ont rien à voir. Les Inuits, on est au Canada, les Samis, on est en Scandinavie et en Russie. Mais j'ai un personnage en fait dans une fanfiction qui s'appelle Amer Exil, où c'est Sirius Black de Harry Potter qui arrive dans le fold de chez les Grisha de Leigh Bardugo. Et fusion des deux univers, et en fait il va rencontrer une femme qui est une Edjut, et les Edjut chez Leigh Bardugo sont inspirés je crois plus des Samis, mais moi j'avais envie de leur mettre une petite coloration Inuit également. Donc vous en pensez ce que vous voulez, mais moi je m'amuse un petit peu à fusionner différentes choses, donc c'est pas par irrespect. C'est juste pour servir, entre guillemets, la construction de mon personnage, de Sunniva. Parenthèse fermée. Donc, à un moment, Lucien Maury, il parle de lapon. On ne dit pas lapon, on dit Sami. Tout ça pour dire ça. Bon, la préface, elle était assez dithyrambique. En gros, Selma Lagerlöf, l'école suédoise, c'est tellement bien par rapport à nos auteurs français. De l'époque. Il me semble que la préface elle est plus tardive, je suis pas sûre qu'elle soit de 1912, j'ai un doute, mais bon, ça permettait en fait tout simplement de mettre en valeur le travail de Selma Lagerlöf, l'importance qu'elle a eue en Suède, tout en important son travail en France et en le faisant connaître. Donc c'est assez logique aussi que la préface soit plutôt dithyrambique sur un travail qui n'est pas connu et qui arrive en France via une traduction, parce qu'on va pas dire non mais lisez pas ça, c'est pourri, hein, évidemment. Mais j'ai bien aimé la préface parce qu'elle avait des aspects un petit peu lyriques et puis qu'elle reprenait des éléments du récit de Nils Holgersson, ce qui fait un peu redite avec le premier chapitre, mais bon tant pis. Je n'ai lu que le premier chapitre parce que, à vue de nez, entre la préface, le premier chapitre, la petite vidéo de présentation et celle-ci, je vais être à 1h15, 1h30. J'avais pas envie de vous casser les oreilles pendant 2 heures. Donc un seul chapitre et on voyagera plus au chapitre suivant. C'est un livre qui compte 36 chapitres. Donc là, le chapitre 2, on sera à la page 24 sur... J'ai refermé le truc évidemment. Sur 249, donc ça fait pas grand chose.
Ça fait 9%, si vous voulez le noter sur Goodreads ou ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'on peut le noter. Bon, on n'a qu'un chapitre d'exposition. Alors du coup, heureusement que j'ai lu la préface, parce que l'histoire du temple et compagnie, j'étais pas trop sûre de quelle branche du christianisme les Suédois dépendaient. A priori, c'est le protestantisme, peut-être le luthérisme. Bon, je m'aventure pas, comme je vous ai déjà dit dans diverses vidéos, c'est que j'y connais pas grand-chose. J'y connais pas grand-chose en religion, je n'ai pas de religion. Et j'ai vaguement fait quelques recherches par moment sur la religion, mais je suis très 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 loin d'être une experte. Donc je farfouillerai, je vous dirai si ça vous intéresse. Mais il me semble que c'est Luther. J'ai l'impression qu'on a des parents qui font un peu ce qu'ils peuvent avec ce gamin-là qui est un peu trop agité. On a un gamin qui ne répond pas aux attentes de ses parents parce que trop agité, il fait des bêtises. Il est paresseux, il aime que manger et dormir, il a l'air de ne pas aimer les contraintes non plus. Alors c'est un livre qui est à destination apparemment des élèves de primaire, donc on va dire à la louche du 6-10 ans, et c'est quand même un enfant qui est beaucoup plus âgé, il en a 14. Après, est-ce que c'est un peu un moyen pour Selma Lagerlöf, qui est une ancienne institutrice, à l'époque où elle a écrit ce livre, de montrer un mauvais exemple à des enfants pour dire ne faites pas comme lui, regardez comme il est au début, pour que ce mauvais exemple soit un peu twisté à la fin et s'améliore au cours de son voyage. Je pense qu'on va être là-dedans. Et le fait que ce soit moralisateur, ça ne me dérange pas. Je le trouve pas trop moralisateur encore non plus. Mais j'ai écouté en livre audio il y a quelques mois Pinocchio de Collodi. J'ai encore mangé son prénom à Collodi. Ça m'a un peu sorti des yeux, des oreilles Pinocchio, parce que c'était vraiment beaucoup. Alors déjà c'était très enfantin, ce qui est logique, c'est à destination des enfants. Mais c'était surtout très moralisateur du style. Donc ce qu'on dit constamment à Pinocchio, c'est t'écoutes ton papa, donc Geppetto, t'écoutes ta maman, la fée bleue, et tu vas travailler à l'école, tu travailles bien à l'école. Je sais plus s'il y avait une notion de prière, sans doute, parce que c'est quand même un livre italien, donc la religion aussi est importante en Italie, surtout on est au 19e siècle, donc je ferme la parenthèse sur Pinocchio. J'ai pas tellement kiffé, je préfère le Disney, mais après c'est tout bêtement un livre pour enfants qui a vieilli. C'est pas grave, ça arrive, pas de souci. Et je suis pas la seule à avoir un petit peu calé sur ce bouquin-là, mais c'est vrai qu'il m'avait un peu sorti, j'en pouvais plus. Le côté très moralisateur, en fait, ça a une petite tendance à m'agacer. Mais même si c'est pas à ma destination, parce que je suis pas le public cible de l'enfant du 19e siècle, par exemple, où là c'est quand même plus proche. Là c'est 1912, donc c'est un livre que mon arrière-grand-mère qui est née en 1900 aurait pu lire, ou que ma grand-mère qui est née en 1927 aurait pu lire. Ça, je suis pas sûre, mais c'est sur ces générations-là qui sont encore peut-être en vie. Et là, on peut mesurer justement le décalage culturel qu'il peut y avoir entre... Encore 1912, c'est la traduction en France. Je crois qu'on était en 1896 en Suède. Et donc voilà. Donc c'est tout ça pour dire que c'est un livre classique de la littérature jeunesse, mais évidemment il y a le fossé culturel déjà du protestantisme et de la Suède, parce que moi je suis pas protestante, je suis pas suédoise, et je ne suis pas née au 19e siècle ni au début du 20e siècle. Moi je suis née à la fin du 20e siècle, j'ai eu 18 ans en 2000. Ça date, hein, mon Dieu. Mais bref, c'est vraiment un roman où on sent beaucoup l'empreinte du conte. Alors déjà il y a le conte, et je trouve qu'il y a une patte au niveau de la narration. J'ai repéré justement les trucs qui sont très pédagogiques. Donc oui, de là, on voit les champs de cette couleur, c'est ça, les champs de cette couleur, c'est ça. Là, on voit la ville de machin. Mais c'est
franchement, je trouve que dans la manière dont c'est fait, eh ben, c'est fait intelligemment pour apprendre la géographie à des enfants. Et apprendre, il y avait même les histoires de terre en friche. Donc, est-ce qu'ils étaient encore sur la rotation des terres? C'était pas au Moyen-Âge, ça? L'histoire de la rotation des cultures sur 3 terres. Une culture A sur une terre, une culture B sur une autre terre, une terre C qui est en friche, et l'année suivante, on switch. Il y avait un truc comme ça, non? Il me semble, hein. Je sais pas si ça se faisait encore à l'époque ou si ça se fait encore aujourd'hui, mais je trouve ça intéressant et ça me rappelle l'histoire des cygnes et la princesse, c'était chez Andersen, il me semble. Il y avait 6 ou 7 frères ou 12 même, et la princesse devait se taire. Et je crois que c'était chez Andersen, je m'en souviens plus. Je crois que c'était chez Andersen parce que mes souvenirs sont à peu près frais et Andersen, je l'ai fini samedi dernier. C'était chez Andersen. Mais je trouve ça intéressant et le truc qui va être intéressant pour nous, donc je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà visité la Suède, ce n'est pas mon cas, à part Ikea, mais, mais on va avoir, ça va faire road trip, donc de ce que j'ai compris, c'est un chapitre, une région, ou un endroit, et les légendes et les contes qui leur sont les légendes et contes du coin. Sachant que la fiche Wikipédia de Selma Lagerlöf dit qu'elle s'est promenée aussi. Donc je suis même à me demander, est-ce qu'elle n'a pas fait un tour en ballon pour voir les couleurs des différents champs. Après, je pense qu'elle le savait tout simplement parce qu'elle a dû faire son boulot sur le terrain et aller voir les paysans. Tiens, ça c'est c'est un champ de quoi, par exemple. Mais je trouve ça intéressant. Et il y a un truc que je trouvais mignon aussi, c'est que quand Niels est transformé en tonte, qu'il se rend compte qu'il comprend le langage des animaux. Et le matou, mon Dieu, bah, faut pas embêter les gens en fait, tout bêtement, faut pas embêter les animaux. Ça, c'est l'effet karma. Il a fait chier, donc c'est l'effet karma. Bref, je vais m'arrêter là. À tout bientôt. Rêvez tout grand et prochaine étape dans un autre endroit en Suède avec Niels, qui est le tout petit Niels. Rêvez tout grand.